Il y a un institut de sondage dont j'ai oublié le nom maintenant, mais qui est un institut de sondage palestinien basé à Ramallah qui a montré là au mois de mai ou juin, comme quoi s'il y a des élections demain sur les territoires palestiniens de la bande de Gaza et la Cisjordanie, c'est le Hamas qui arrive en tête. Mais ça s'explique par ce qui s'est passé sur les dernières années. Ça, Finalement, les deux radicalismes se répondent. il y a ce radicalisme, il y a aussi la corruption du Fatah, le fait que Mahmoud Abbas lui-même n'a pas respecté les élections palestiniennes, puisque le Hamas avait gagné ces élections palestiniennes et il n'a pas voulu qu'il y ait pendant longtemps, enfin, il a accepté que pendant un an uniquement qu'il y ait un gouvernement Hamas. Et le fait aussi il est président depuis 2005 et il ne fait pas d'élection pendant 20 ans, bah, les gens, à un moment donné, se retournent contre lui aussi. Et il y a aussi le fait que depuis le 7 octobre, vous avez vu quand même que médiatiquement parlant, c'est la cause palestinienne qui l'a emporté. Israël a complètement perdu d'un point de vue médiatique. Je veux dire, quand vous regardez ce qui se passe dans les universités aux États-Unis, dans les universités ou les grandes écoles en France, quand vous regardez les médias ou les plus grands journalistes, même aux États-Unis, certains journalistes aux États-Unis, même, comment il s'appelle, Techner? Eric Tegder. Non, Non, c'est non, Eric. l'américain. Non, je ne l'ai pas. Tucker. Tucker Carlson. Tucker Carlson. Pardon, j'ai Ils oublié ça. ils sont à des années-lumière. Oui, absolument. Mais il est, par exemple, lui, complètement gentil pro-patient. Chez le Soyad, c'est difficile. Quand on voit le bilan aujourd'hui, ne serait-ce que même le nombre de journalistes qui ont été tués, certains considèrent que ce ne sont pas des journalistes, mais enfin, ils exerçaient, c'était des journalistes. C'est difficile de ne pas mettre la loupe et de ne pas mettre les gros titres pour dire ce qui se passe là-bas, c'est un génocide, ou pour certains, c'est presque un génocide. Enfin, c'est là, ouvertement, le gouvernement israélien s'est mis dans la position du grand méchant, de fait, parce que c'est une intervention qui tue des enfants, qui tue des femmes, des civils, on n'en compte plus, des journalistes même. C'est difficile de soutenir ça. Il y a plusieurs points, je pense, qu'il faut dire. Le premier point, c'est que déjà, une guerre, c'est toujours vraiment horrible et En affreux. même temps, on revient sur le fait que le gouvernement israélien n'a jamais été aussi radical. Ouais, vous l'avez ouvertement devant un gouvernement d'extrême droite. de droite et d'extrême droite, ouais. Les deux, droite et extrême, parce que l'Écoute, c'est droite, et extrême droite, les partis religieux, partis... Quand en France, on a passé des vingtaines d'années à combattre l'extrême droite. En Italie, ils sont en pouvoir. Voilà. Mais ce que c'est que sur le combat médiatique, oui, c'est somme toute assez cohérent du côté de ceux qui... En fait, faut regarder, à mon sens... Enfin, ce qu'il faut savoir, je pense, c'est qu'au Moyen-Orient... Déjà, les guerres sont toujours horribles. On voit dans tous les conflits des drames et des malheurs et des morts. Enfin, moi, je l'ai vécu. Donc, oui, je sais, mais sans compétition entre les deux, en Ukraine, s'il y avait eu plus de 200 journalistes tués par l'armée russe, on serait sur autre chose en termes de narratif. Oui, je reviens sur la question des journalistes, mais je voulais finir juste sur la question de la guerre. La guerre, c'est vraiment quelque chose d'affreux, voir des corps par terre, mutilés, voir des massacres, des doigts coupés, des femmes, comment dire, poignardées. Enfin, la guerre, il n'y a rien de pire que la guerre. Maintenant, ce qui ajoute, disons, le malheur au malheur au Moyen-Orient, c'est que c'est au Moyen-Orient qu'ont commencé les premières guerres urbaines, ce dont vous parlez justement, donc à l'intérieur des villes. Et donc, quand vous faites des guerres non plus sur les fronts, où il y a deux armées qui s'affrontent finalement, et vous passez à des guerres urbaines où on se bat de rue en rue, d'appartement à appartement, d'immeuble à immeuble, c'est les civils qui payent. C'est les civils, les premières victimes, c'est les civils qui payent. Maintenant, et donc effectivement, quand Israël fait cette campagne contre le Hamas dans la bande de Gaza, étant donné que le Hamas est une organisation, ce n'est pas une armée régulière, mais c'est une organisation paramilitaire qualifiée de terroriste en France et dans l'Union européenne, et de fait, le combat va se situer en zone urbaine, va se situer dans les appartements, dans les immeubles, dans les hôpitaux, dans les écoles, à tous les niveaux. La guerre, elle est totale et les victimes il va y avoir forcément des victimes civiles. Maintenant, sur les journalistes, il y a quand même quelque chose de très, très important à dire. Premièrement,
il y a la carte de journaliste dans la bande de Gaza, elle est donnée par le ministère de l'Information du Hamas. Donc quiconque est journaliste ne l'est que par la volonté du Hamas. Celui qui est contre le Hamas, étant donné que seul le Hamas gouverne et gouverne seul depuis 2006 la bande de Gaza, ne peut pas obtenir la carte de journaliste. C'est-à-dire que si vous allez maintenant vivre dans la bande de Gaza, si vous ne faites pas d'une manière ou d'une autre allégeance au Hamas, le ministère de l'Information ne vous délivrera pas une carte de journaliste. Ça, c'est le premier point qui est important à dire. Le deuxième point important à dire, c'est qu'en 1982, quand Yasser Arafat a perdu la guerre au Liban et qu'il a été et qu'il y avait les frégates françaises prêtes à le prendre à lui et à ses hommes pour l'emmener à Tunis, en fait pour l'amener du Liban vers la Tunisie. Ce qui lui avait été demandé, c'est d'établir la liste de tous les membres fédayines qui allaient embarquer dans les frégates françaises avec lui. Et ce qu'on a vu dans les listes des fédayines qu'il a données, il y avait tous les membres de l'agence Wafa. C'est-à-dire que tous les journalistes palestiniens étaient considérés par Yasser Arafat, comme étant des fédayines. C'est-à-dire tous les journalistes de l'agence Wafa, qui est jusqu'à aujourd'hui l'agence nationale palestinienne, étaient considérés, pas par Israël, mais par Yasser Arafat, comme étant des fédayines. Alors, il y a quand même tous ces problèmes. C'est-à-dire que quand on dit 200 journalistes ont été tués, il y a forcément des journalistes qui ont été tués, mais le chiffre de 200, à mon sens, mérite beaucoup plus d'études, parce que si Yasser Arafat disait que lui-même, que ces journalistes, ce n'étaient pas des journalistes, mais en réalité des fédayines, et encore une fois que le ministère du Hamas de l'information ne délivre la carte de journaliste que si jamais il le veut bien, ça, d'accord. C'est factuel, hein. Mais les journalistes qui souhaitent exercer à Gaza ne peuvent pas y rentrer. C'est un vrai point. Parce que ça aussi du côté israélien qu'on ferme la... Absolument. Ça, c'est un vrai point. Je suis d'accord. Donc c'est bien aussi pour ça que, si on en revient à ce qu'on se disait au départ, mais vous savez, israélien s'est mis lui-même dans un coin dans lequel il ne peut plus être défendu. Vous avez parfaitement raison que Israël interdit aux journalistes étrangers d'arriver sur la bande de Gaza. En revanche, c'est Mahmoud Abbas qui interdit à Al Jazeera d'opérer en Cisjordanie. Et là aussi, ça pose problème, parce que par exemple, aujourd'hui, dans les pays arabes, les gens regardent pour avoir les informations sur ce qui se passe dans la bande de Gaza, regardent essentiellement Al Jazeera. Mais Al Jazeera est interdite d'émettre et de pratiquer et d'opérer en Cisjordanie par Mahmoud Abbas, parce qu'il considère que justement Al Jazeera est un soutien du Hamas. Oui, c'est très compliqué. C'est-à-dire ça, c'est intéressant de parler justement parce qu'on a le temps de montrer la complexité. Parce que les gens, ils aiment bien faire... d'avoir un narratif ou un... Oui, mais c'est jamais... Vous voyez la manichéen. C'est jamais manichéen, c'est jamais blanc ou noir, bon ou mauvais. Seulement, les faits et les symboles sont très forts, surtout quand on voit par exemple que l'armée israélienne bombarde le bâtiment de l'AFP. Vous dites bien que derrière, ça aura des conséquences. Pour la communication, vous n'arriverez plus du tout à communiquer de la même manière avec Tsahal. Ou alors quand le porte-parole direct de Tsahal intervient à la télévision et délivre son discours, ce serait un peu comme interviewer le porte-parole de l'armée russe sur la situation en Ukraine. Ce serait intéressant, mais ça n'aurait pas... la vocation à être le narratif. Ou alors quand vous avez des journalistes comme Laurence Ferrari qui est prise en photo avec Benjamin Netanyahou, ça pose des questions aussi. Vous voyez, c'est aussi pour ça qu'il y a finalement un gouvernement israélien en tête avec Netanyahou qui s'est mis dans quelque part le parti de l'indéfendable. C'est difficile de... Maintenant, moi, je pense que... Et même pour les Israéliens eux-mêmes, parce qu'il y a des manifestations monstres sur lesquelles on ne met pas le curseur. On ne montre pas aussi cette partie-là de la manière dont Netanyahou est contesté en Israël. Non, mais déjà, c'est clair qu'en Israël, la société israélienne est très divisée. Ça, c'est certain. Les manifestations, elles sont quotidiennes. Donc, effectivement, il y a beaucoup d'opposition contre lui. Mais maintenant, sur... le fait, que les journalistes interrogent Benjamin Netanyahou, non, c'est leur travail. Bien sûr. Et dans le temps, il y avait Patrick Povdarvor qui avait interrogé Hafez el-Assad, Yasser Arafat, Fidel Castro. Je ne sais plus même si c'était un vrai ou un faux.
Mais enfin, Pas dans les conditions actuelles où vous avez enfin quand M. Pavdarvor avait interrogé le président Assad, il occupait le Liban, il y avait eu 200 000 morts, 750 000 Libanais qui avaient fui le pays. Quand même, hein. Ça pose des questions. Oui, et pourtant, c'est ce que... Les interviews sont pas menées de la même manière. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que après, je sais pas, c'est le journalisme. Au final, est-ce que vous choisissez d'interroger tout le monde? Est-ce que vous choisissez de faire intervenir tout le monde? Ou bien vous voulez uniquement Pour amener... les on parlait de Tucker Carlson, ça a fait polémique le fait qu'il aille directement interviewer Vladimir Poutine. Voilà, mais vous êtes contre? Bah pourtant, ça a eu son intérêt à un instant T, Exactement, parce que ça a illustré c'est ça. voilà. Ou, Et qu'un porte-parole de l'armée israélienne devienne quasiment chroniqueur sur une chaîne télé, ça pose des questions aussi. non, mais moi, je suis pas en train de dire que Mais non, ça ne pose pas de bien questions. sûr. Mais la question, c'est est-ce qu'on choisit de ne pas faire intervenir tous ces gens-là et de ne pas les interviewer, ou est-ce qu'on choisit au contraire de les faire tous interviewer? Parce qu'à la rigueur, Oui. si on veut réfléchir de manière inverse, au moins c'est clair qu'il est porte-parole de Tsahal. Bah, on sait à quoi s'attendre. On sait à quoi s'attendre. Ce n'est pas quelqu'un qui ne le dit pas et qui en fait est en train d'agir pour... De délivrer Et de l'autre côté, si on interviewait, ça paraîtrait peut-être fou parce que justement c'est une organisation classée terroriste en France et en Europe. Ouais. Mais si il y avait un membre du Hamas qui était interrogé, au moins aussi, ce serait très clair. Clairement. Je veux dire, bien sûr. Il y a pas, c'est pas quelqu'un qui vient parler qui vient dire le narratif du Hamas de manière cachée, non. Voilà. Je sais pas, je suis pas journaliste et je suis pas une chaîne de télé, mais est-ce que le meilleur choix, c'est d'interroger tout le monde et de faire intervenir tout le monde, ou bien le meilleur, c'est de pas le faire? Plus on multiplie les angles d'analyse, plus on a de chances de comprendre un sujet. Peut-être, c'est pour ça que je dis, et peut-être que c'est mieux au moins que les choses soient claires, voilà ceci, voilà cela. Par exemple, il y avait une fois, j'étais sur le plateau sur BFM et ils ont amené justement le porte-parole de Tsahal Rafovitz. Par visio, mais sur le plateau, ils ont amené la représentante de la délégation palestinienne à Paris. Oui. Donc, alors, vous voyez, il y avait les deux, et puis moi, j'étais là avec leur... Situation compliquée. Très compliquée. Et il y avait aussi l'éditorialiste de BFM, j'ai oublié son nom, désolé, Monsieur Arnaud, je crois. Bref. Peut-être, oui. Et un éditorialiste international de BFM. Et grosso modo, je veux dire, au moins c'était clair qui on avait avec nous, vous voyez. Ouais. Et pas évident comme situation pour vous, dans ce genre, pour avoir une analyse qui est suffisamment détachée et pour comprendre. Et justement, je pense qu'on ne devrait pas nous mélanger. Ouais. C'est-à-dire que quand on interroge une personnalité comme le porte-parole de Tsahal, eh bien, on interroge son nous. Quand il y a on veut interviewer la chef de la délégation palestinienne en France, eh bien, qu'elle soit interrogée aussi sans nous, et que nous, on nous invite que pour parler justement pour décrypter le sujet. Parce que quand vous êtes sur un plateau avec des gens qui sont des militants ou parties prenantes, c'est différent que quand vous pouvez parler de manière vraiment factuelle, analytique, géopolitique. Parce que je vous avais vu depuis le début qu'on parle là, c'est extrêmement complexe. Et d'où la nécessité d'avoir des formats plus longs pour pouvoir rentrer dans le détail, comme vous l'avez... Absolument. Et aussi, c'est important aussi pour permettre cela, qu'il n'y ait pas justement des personnes qui représentent officiellement... Sont partie prenante, bien sûr. Et vous êtes là et vous ne pouvez pas dire les faits tels que vous les voyez, parce qu'on on va pas vous laisser le temps. Et deux, à peine vous allez commencer à dire tous ces faits et on va vous sauter dessus. Non, attendez. Oui. Bien sûr. Et c'est l'intérêt, justement, de ce genre d'émission. Pour en revenir à la question, vaste question, Israël-Palestine, à gauche, on considère que Netanyahou ne peut plus tenir et qu'il est, lui, le nœud du problème. Est-ce que vous parlez à gauche France ou française ou Quoique aussi, c'est les deux aussi. Ça, c'est les deux. Est-ce qu'on peut considérer que Netanyahou n'est pas le nœud du problème aujourd'hui, qui est complètement, on va dire, opaque et même fermé à toute discussion et toute possibilité d'accord avec une population avec laquelle il faudra traiter à un moment donné?
C'est plus complexe que ça, évidemment. Oui, Et bien sûr. Maintenant, la question, déjà, c'est que, par exemple, l'Égypte et la Jordanie, qui ont établi une proposition de sortie de crise mmh, et qui a été soutenue par le président français Emmanuel Macron, c'est une solution qui consiste notamment à démilitariser le Hamas. Et on sait aussi que l'annonce de la reconnaissance d'un État palestinien le 20 ouais, le septembre 11. prochain, eh bien, c'est aussi dans l'idée qui est soutenue donc par l'Arabie Saoudite et la France, comme les deux chefs de file, disons, de cette proposition, aussi disent qu'il faut un Hamas désarmé. Hier et aujourd'hui, les représentants du Hamas ont encore dit qu'ils ne renonceront pas à leurs armes. Donc en fait, on revient quand même à ce point épineux. Comment on désarme le Hamas? Puisqu'il ne veut pas lui-même rendre les armes. Ce sera donc par la guerre. Ça sera par la guerre. Pas Puisque, nécessairement. mais s'il refuse, il a annoncé qu'il refuse. Ah, vous avez un argument qui permet depuis des siècles d'éviter la guerre, c'est la diplomatie, en principe. Oui, mais justement, c'est de la diplomatie que je viens de parler. L'Égypte et la Jordanie, leur plan consiste à désarmer le Hamas, mais ils ne disent pas par la guerre. Et la France et l'Arabie Saoudite, qui présentent la Mmh. proposition de créer l'État palestinien le 20 septembre, disent aussi qu'ils veulent un Hamas désarmé. Mais le Hamas, hier et aujourd'hui, par la voix de deux membres du bureau politique du Hamas, ont déclaré que le Hamas ne rendra pas ses armes. Donc, Donc en fait, il est en train de vous dire il que n'y si vous aura voulez le pas de. désarmer, il va falloir se battre. Donc aujourd'hui, vous avez Netanyahou qui est en train de se battre contre le Hamas pour soi-disant le supprimer, l'annihiler et tout ça. Vous n'êtes pas d'accord avec lui. Très bien. Quel est l'autre plan militaire? Puisque eux ne veulent pas de la solution, comme vous avez dit, diplomatique. Ils ne veulent pas rendre leurs armes. Ça a été très clair hier et aujourd'hui. Donc, comme ils ne veulent pas rendre leurs armes, La question, elle est aussi. militairement, comment vous Ouais, désarmez? la question aussi, elle est celle de l'État palestinien, puisque vous n'avez rien, vous n'avez pas d'entité avec laquelle communiquer. Et dès lors que vous arrivez à organiser cette population comme elle a pu l'être pendant un temps, pour pouvoir établir un dialogue, là, vous avez fait déjà un premier pas. Là, Très bien. avec l'analyse que vous faites, c'est vrai qu'on arrive directement à une étape. Bloqué. Eh oui, Ok. c'est bon. Passons à l'étape, comme vous dites, Oui. l'établissement d'un État palestinien. Si vous avez des organisations armées, quelles qu'elles soient, Hamas, Fatah ou autres, imaginons même que ce n'est même pas les territoires palestiniens, que c'est dans un autre pays. En sachant que vous avez des territoires palestiniens qui aujourd'hui sont en fait de vastes colonies en devenir. Oui, mais aux élections. C'est-à-dire qu'il y a toute cette étape-là, en fait, dans le dialogue qui consiste à faire une avancée de chaque côté. Si vous avez des colonies qui se développent en Cisjordanie, le dialogue, il passera d'abord par les armes. D'accord, d'accord. Mais je vais revenir sur, Oui, oui, sur bien les sûr. colonies. Mais déjà, sur les élections, Mhm. moi, je considère que quand il y a des organisations qui ne sont pas l'État, mais qui sont des organisations donc paramilitaires hors de l'État, qui existent dans un pays, les élections de fait ne sont pas libres. C'est-à-dire que, par exemple, les chiites au Liban, eux-mêmes vous disent que si le Hezbollah est armé, ils ne peuvent pas voter librement dans leur village, dans leur quartier, etc. Tandis que si le Hezbollah n'est pas armé, ils se sentent libres de voter pour qui ils veulent. Là, j'ai pris l'exemple du Hezbollah, mais je vais prendre d'autres exemples. Même dans le temps, durant la guerre, où il y avait des milices chrétiennes, druzes et autres, pareil, il n'y a pas eu d'élection, et les gens disaient, si ceux-là sont armés, on ne peut pas voter librement. Parce que celui qui est armé, on a peur de ne pas voter pour lui. Donc, le fait qu'il y ait aujourd'hui un Hamas, imaginons Israël se retire complètement de la bande de Gaza, préalablement au désarmement du Hamas, vous laissez le Hamas armé sur le sol de la bande de Gaza et vous dites maintenant, vous, les Gazaouis, votez. Vous croyez que les Gazaouis vont pouvoir voter librement? Je vais vous donner un exemple très précis. Vous parlez des colonisations. Il y a Bethléem, qui est en Cisjordanie, qui fait partie de l'autorité palestinienne. C'est l'une des enclaves qui est sous contrôle de l'autorité palestinienne. Depuis 1995, depuis 30 ans. De 1967 à 1995, Bethléem était sous contrôle israélien. À cette époque-là, Bethléem était à 70% une ville chrétienne. Aujourd'hui, il n'y a plus que moins de 20% de la population de Bethléem qui est chrétienne. Pourquoi? Parce que justement, ces chrétiens ont fui le Fatah.
Ils ont fui le Fatah. Ouais. Parce que le Fatah, en France, on le connaît mal. Mais croyez-moi, au Liban, le Fatah, il détruisait les églises, il transformait les églises en garages, il demandait aux fédayines d'aller uriner sur les statues du Christ et de la Sainte Vierge dans les églises. C'est ça. Et donc, à Bethléem, il y a eu... Là, À Bethléem, vous mettez il y a... la loupe sur des radicaux, certes. Non, je ne parle pas des radicaux. Vous avez des... Non. ce sont des actes qui sont des actes de radicaux. Du Fatah. Oui. Du Fatah qui est au pouvoir en Cisjordanie. Et regardez, Bethléem, c'est sous contrôle du Fatah. Il y avait 70% de la population qui était chrétienne. Il y en a moins que 20% aujourd'hui. Les chrétiens ont fui qui? Les chrétiens n'ont pas fui ça, Israël n'est pas là. Vous savez quand même... Ont fui le Fatah. Vous avez quand même des... Moi, je suis en contact avec l'église palestinienne, hein, et je les connais très très bien. Vous avez quand même donné l'exemple de populations qui justement vivaient en bonne entente au Liban. Au Liban, bien sûr. Voilà. Et je vous ai dit que le problème, ça a été les organisations palestiniennes. C'est ça que je vous ai dit. Question de contexte aussi. C'est aussi une zone qui est en guerre. Hein. Donc, quelle zone est en guerre? Cisjordanie, Gaza, ce sont des zones avec l'armée israélienne. À Bethléem, c'était pas le cas. Vous avez des colons qui sont armés aussi. Et c'est des simulations. La ville de Bethléem. Dans la ville de Bethléem, vous savez, chaque année, Yasser Arafat, autrefois, jusqu'à sa mort, et ensuite Mahmoud Abbas, vont à Noël à l'église de la Nativité, librement, et ils y vont. Ils montrent que voilà, ils sont présents, etc. Et Israël n'a jamais empêché ni Arafat ni Mahmoud Abbas d'être présents le jour de Noël à l'église de la Nativité, sauf une année, Sharon contre Arafat, quand il y avait le blocus justement sur Ramallah, et c'est Mahmoud Abbas qui est allé à sa place. Donc en fait, on ne peut pas dire que sur la question de Bethléem, qui s'est vidé de ses chrétiens, que le responsable soit Israël. Non, le responsable, c'est dans ce cas-là le Fatah. Et en même temps, vous avez le parallèle avec une communauté chrétienne qui est de moins en moins, on va dire, entre guillemets, en odeur de sainteté à Jérusalem, avec des expulsions, sans parler des bombardements d'églises aussi qui ont eu lieu. De fait, c'est... Mais zone bombardée. Mais justement, dans la bande de Gaza, en 1950, donc après la création d'Israël en 1948, en 1950, 15% des Gazaouis étaient chrétiens. Aujourd'hui, sur une population de 2 300 000 habitants dans la bande de Gaza, il n'y a plus que 3 000 chrétiens. 3 000. Vous avez des gens qui fuient aussi la guerre. Parce oui, que mais c'est une situation de pourquoi guerre. Plus les chrétiens que les musulmans? Parce que la proportion n'est pas la même aussi. Vous avez plus de musulmans que de chrétiens. Ah oui. Là, il n'y a plus que 3 000 sur 2 300 000. Ils étaient 15%, c'est-à-dire qu'ils devraient être aujourd'hui... Est-ce que justement vous sous-entendez plus de 300 000. Ce que je sous-entends, c'est très clair, c'est qu'en réalité, le Hamas, quand il a pris le pouvoir en 2006, il a établi une sorte d'émirat islamique, puisqu'il est islamiste lui-même. Donc il a établi le fait que les chrétiens ne pouvaient pas faire sonner leur cloche, que les chrétiens étaient des citoyens de deuxième zone, qu'à l'école, ils devaient apprendre le Coran alors qu'ils sont pas musulmans. Le fait que les chrétiens donc, soient dans la file de gauche, en fait, c'est ce qu'on appelle la dignitude, c'est-à-dire que le système de réduire le chrétien à un rôle de deuxième catégorie, de deuxième citoyen. Parce que c'est ça l'islamisme. L'islamisme, en fait, ce qui différencie l'islamisme et un système qui n'est pas islamiste, c'est justement le fait de voir comment est-ce que les minorités religieuses sont traitées. Le paradoxe, c'est que cet islamisme-là, il a été financé par un monsieur qui est à la tête du gouvernement israélien aujourd'hui, Benyamin Netanyahou. C'est pas qu'il l'a financé, c'est qu'il a permis qu'il a dit que c'était dans l'intérêt d'Israël. Il a favorisé le financement, mais celui qui l'a financé, c'est le Qatar et l'Iran. Oui, mais se retrouve en face. Il a quand même favorisé son principal adversaire. Bien sûr. Donc, de la même manière que les Américains avaient fait avec Ben Laden en Afghanistan, de la même manière que le Shah en Iran a fait avec les mollahs contre les commis, en fait, chaque fois que vous vous alliez avec le diable, oui, mais ça se retourne contre vous. Que vous avez deux radicalismes. Vous avez deux radicalismes aussi, parce qu'on pourrait aussi faire la liste de tous les radicaux juifs qui sont aujourd'hui même au gouvernement israélien, Ben Gvir en tête, qui sont eux des colons avérés. Donc, encore une fois, on est en face, dans une situation où vous avez deux radicaux, et ça va m'amener, qui sont en face, et ça va m'amener à ma question suivante, peut-être pour finir. Cet acteur majeur qu'on a oublié, qui, on va dire, qui a pris de l'importance après la Seconde Guerre mondiale, l'ONU. Quel rôle aujourd'hui a l'ONU
et qui aurait pu être un rôle important. Il aurait pu y avoir des forces internationales qui décident à un moment donné de pouvoir mettre autour d'une table palestiniens et israéliens et d'avoir une issue à ce sujet-là. Question à laquelle j'ai plus ou moins la réponse. Avoir votre visage et... Parce que l'ONU, malheureusement, Ouais. enfin, il n'y a plus personne qui, en réalité, lui donne une quelconque... Et on a vu le représentant israélien, justement, qui déchirait la charte de l'ONU. Oui, mais même quand on voit les États-Unis ne sont plus tellement aussi favorables à l'ONU, la Russie n'est pas tellement favorable à l'ONU, euh, Israël, effectivement, n'est pas favorable à l'ONU, mais je veux dire, l'ONU, c'était le machin dont parlait le général de Gaulle. En fait, dans l'idéal, bien sûr qu'on aimerait un droit international, bien sûr qu'on aimerait une ONU qui, comment dire, puisse être vraiment l'arbitre des conflits, les résout, etc. Mais la réalité est tout autre. Et aujourd'hui, ce que vous devez aussi savoir, c'est que l'ONU au Moyen-Orient s'est beaucoup aussi décrédibilisée durant des années. Je veux dire, au Liban, vous savez, les soldats de la FINUL, les Libanais les appellent les touristes. Parce que, en fait, la plupart des soldats de la FINUL, ils finissent tous mariés avec des Libanaises avant de retourner en Europe ou aux États-Unis ou ailleurs, ou en Afrique. Et puis, Ils sont parfois bombardés par l'armée israélienne. oui, mais bien sûr, mais parce qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que la FINUL, là où elle se met, le Hezbollah, intelligemment, met une base juste à côté. Et donc, comme la FINUL, qui est censée informer de là où des activités, des opérations du Hezbollah, ne le fait pas, les Israéliens font exprès parfois et tapent dans les deux. Et voilà. Mais il y a une chose, c'est que quand vous allez interroger les gens de la FINUL au Liban, je vous invite à le faire, et vous leur demandez quel est votre rôle, vous savez ce qu'ils vous répondent? On compte le nombre d'avions israéliens survolant le ciel libanais et on compte le nombre de roquettes envoyées par le Hezbollah. En réalité, c'est des comptables. Je veux dire, c'est horrible, mais si vous avez... L'ONU est spectateur de... Et là, vous en avez, à un moment donné, en 2006, il y avait 15 000 soldats de la FINUL. Enfin, vous imaginez, pour faire quoi? Pour compter? Enfin, voilà, voilà où on en est. Et puis, il y a eu pas mal de choses aussi qu'ils ont fait. Par exemple, vous savez que au moment de Sabra et Shatila en 82, Le massacre dans les camps. voilà, et la FINUL, les Nations Unies avaient dit il y a 5000 morts, etc. Ensuite, quand la Croix-Rouge internationale est venue compter, il y a eu 460 morts. Entre 5000, il y a une résolution de l'ONU sur, disons, 5000 morts. Et en réalité, il y en a eu 460. Ça pose problème. Et quand vous voyez, vous savez, il y a une chose aussi que peu de gens ont raconté. C'est que la parle quand personne... même de massacre de civils, au passage. Oui, il y a eu des civils qui ont été tués. Mais justement, la personne qui a fait rentrer les combattants dans les camps s'appelle Pierre Rizet. On dit en arabe, en français on dit Pierre Risk. Son nom de guerre c'était Akram. Donc Pierre Risk a dit quelques années plus tard qu'il était un agent américain. Et vous savez quel a été son dernier job? Il est mort en 2005, 2006. Vous savez quel était son dernier job? Vas-y. Trésorier de Yasser Arafat et son épouse. Et à l'époque, il était un des responsables des services de renseignement dans les forces libanaises, la milice chrétienne libanaise. Imaginez-vous, le type qui finit par dire qu'il est un agent américain et qui finit comme étant trésorier de Yasser Arafat et de son épouse. Ça en dit long quand même sur les mensonges et les histoires complexes qu'on peut avoir au Moyen-Orient. Il y a aussi autre chose. Sabra et Shatila en 82, tout le monde connaît. Mais quelqu'un a parlé de Sabra et Shatila en 85. Vous savez qu'en 85, 3 ans après, cette fois-ci, c'était les milices chiites Amal qui ont attaqué Sabra et Shatila. Et un autre camp, un troisième qui s'appelle Bourj Barajné. Et là, il y a eu 5 fois plus de morts qu'en 82. Bizarrement, personne n'en a parlé. Et pourquoi? Personne, je parle à l'ONU, dans l'Occident et tout. Pourquoi? Mais parce que justement, le fait est que à l'époque, il y avait une volonté de casser l'État libanais, de casser le Liban. Et à l'époque, la milice chrétienne libanaise, elle défendait l'État libanais, alors que la milice Amal était, elle, du côté de l'armée syrienne. Et la milice Amal était ouvertement pro-syrienne. Donc en réalité, il y avait un narratif qui était choisi. C'est pour ça que je vous dis... Pour trouver des adversaires et pour pouvoir... c'est pour ça que je dis, il faut toujours voir... c'est toujours plus complexe. Michel Fayad, ça passe très vite. Un petit mot de la fin.
Je suis obligé de mettre un terme là à notre entretien. Un petit mot de la fin pour finir Oui. sur ce sujet-là. Je pense que moi, ce que j'aimerais vraiment, c'est qu'au Moyen-Orient, tout le monde puisse vivre librement, en toute égalité, en toute sécurité et en toute dignité. Tout le monde, toutes les confessions religieuses. Message positif. Merci Michel. Merci Michel, ben oui. Et on verra, je vous réinviterai, et peut-être même en format de débat, parce que j'ai déjà pensé à quelques personnalités sur lesquelles on pourra revenir avec ces sujets-là. Michel Fayad, merci. À très bientôt. Merci de nous avoir suivis pour ce nouveau format d'émission. N'hésitez pas à commenter, évidemment, à partager un maximum pour donner un petit peu de visibilité à ces entretiens, et aussi à nous suggérer des invités à l'avenir pour débattre avec Michel Fayad ou pour parler de d'autres sujets. Merci et à très bientôt. Portez-vous bien.